Depuis petit, nous sommes élevés dans le respect de l'uniforme quel qu'il soit, avec cette phrase souvent entendue. Si tu as un problème, va voir la police, elle est là pour te protéger. De nos jours, que doit-on penser de cette phrase? De nos jours, comment la dire à nos enfants, sachant comment cette même police agit? De nos jours, comment avoir confiance en cette justice? De nos jours, que doit-on penser de cet État et de ses représentants qui blessent et qui mutilent son peuple? De nos jours, que doit-on penser du fait d'interdire l'intervention des secours médicaux d'urgence auprès des personnes portant un gilet jaune? Non-assistance à personne en danger. Lors d'appel au 15, combien de fois avons-nous entendu cette phrase? Le blessé est-il gilet jaune? Lorsque je suis venue sur ma première manifestation gilet jaune, en ce jour du 8 décembre 2018, la chose qui m'a le plus choquée est de voir la violence, la haine dans les yeux des représentants de la loi. Eux, équipés de la tête aux pieds, telle une selle d'attaque terroriste, face à un peuple de tout âge, dénudé de protection. Comment comprendre cette vision de blancheur sur un haut lieu de la ville de Bordeaux? Comment comprendre ces actes de violence envers des citoyens venant juste clamer leurs droits et de vivre dignement? Les manifestations commençaient toujours de la même façon, avec un rassemblement sur la place de la Bourse. Une grande marche dans les rues, sous le signe d'un ras-le-bol général, tout en étant pacifiste, sous un fond de musique et de chants. Les personnes discutaient souvent entre elles de leur routine de survie. Un groupe de musique mettait de l'ambiance. Mais cette marche devenait, à chaque fin de manifestation, une scène de guerre, dès qu'elle arrivait sur la place Péberlan. Une place blanche de lacrymogènes et de cris de douleur, de peur, de lassitude, avec en prime des va-et-vient de forces de l'ordre en moto, qui tapaient sous les matraques ou coups de pied, toutes personnes se trouvant sur leur chemin. Des groupes de personnes assises sur le sol, les mains attachées dans le dos par des serflex, d'en attendre une certaine garde à vue. Une raison souvent simple, ils se trouvaient sur le chemin d'un policier ou d'un autre agent de force de l'ordre. Il fallait un quota, un chiffre à présenter aux médias pour faire monter la peur. Je me souviens d'une journée où nous étions sur la place Péberlan, comme toujours sous les gaz lacrymogènes, les visages et les gorges brûlées. Je suis allée me protéger dans une ruelle parallèle. Plusieurs personnes s'y trouvaient déjà. Des personnes de tout âge, mais particulièrement des personnes ayant l'âge passé de la retraite. Forts, résistants, mais les yeux rouges, larmoyants à cause de l'incompréhension et des gaz. Je me suis assis sur le palier d'un magasin, j'avais le visage qui brûlait, je toussais, puis j'ai vomi. J'ai regardé ma mère, toujours présente les samedis depuis le 17 novembre, subissant les effets sans broncher. Et je lui ai dit, samedi prochain, je viens en secouriste. Je ne supporte plus de voir cette violence. Je ne supporte plus de voir les gens souffrir. Je veux les aider. Depuis ce jour, j'ai mis mon équipement et été présente fidèlement au mieux de mes possibilités. Je ne pouvais pas laisser les personnes dans ces douleurs. Être strict médic, c'est quoi? Mis à part le secourisme, c'est un rôle difficile à gérer émotionnellement, car nous sommes proches des scènes. Nous voyons la violence, souvent gratuite, portée sur des humains, par ces humains même qui sont censés nous protéger. Sans pouvoir intervenir, juste devoir attendre que l'acharnement se termine. Combien de fois je suis rentrée chez moi faisant pratiquement plusieurs kilomètres du trajet à pied, pour essayer de me vider la tête de cette horreur, pour essayer de penser à autre chose, me demandant comment allons-nous en sortir, comment allons-nous pouvoir gérer par la suite le fait de voir cette violence. Combien de fois sommes-nous intervenus sur des personnes pacifistes manifestantes ou passant, faisant les boutiques, des papis, mamies, qui ne demandaient rien à personne, ou même des touristes qui se faisaient gazer par les lacrymos ou les gazeuses à main, ou matraqués parce qu'elles se trouvaient sur le chemin d'un groupe de forces de l'ordre. Je ne vais pas m'étaler en détail sur cette violence tellement récurrente que je me répéterai en boucle. Mais tout d'abord, je vais faire un petit passage sur la répression que la plupart des strict médics ont subie et qui seront parallèles avec quelques scènes qui nous ont marqués. Je vais en parler en mon nom, mais aussi le nom de mon équipe. Une règle était établie. Nous devions rester neutres, soigner autant les manifestants que les forces de l'ordre. Tous les samedis, nous étions sur Bordeaux assez tôt le matin, avec nos gros sacs remplis de matériel de secours et de pays. Avant de pouvoir rejoindre la place de la Bourse, il fallait faire attention au barrage des forces de l'ordre. Sinon, on avait une chance sur deux de se faire fouiller, confisquer le matériel ou avoir une amende de 135 €. Alors nous allons tous les samedis dans un endroit, boire un café en attendant. À l'approche de l'horaire, on essayait de passer furtivement. Un jour, nous avions 5-6 camions de CRS postés devant la porte, prêts à nous accueillir. Ils nous ont confisqué tout notre matériel, ainsi que celui des autres groupes de sacs médics. Je me souviens d'une manif où leur chef nous avait demandé à tous de sortir les t-shirts de nos groupes. Ils ne voulaient pas nous voir, sinon ils nous viseraient. On a donc pris la décision de se mettre en civil et de nous faufiler dans la masse.
Nous avons été souvent nassés, pris en photo, confisqués notre matériel, amendés, à se demander si on allait partir en garde à vue. Comme pour les manifestants, ils ont joué à nous pousser à bout par la répression financière et morale. Nous étions souvent toujours les mêmes à subir cela. Lors de nos interventions, nous prenions des risques, on le savait, car nous allions devant pour soigner les blessés. Mais, que dire quand tu es sur une place touristique et qu'une grenade vient exploser à côté de ta Rangers et que tu vois l'état de ta semelle de tes chaussures? Que ton collègue a une douleur à l'oreille à cause du bruit d'une grenade assourdissante? Que la place est blanche de lacrymo et que tu apprends qu'une jeune fille, à peine ado, a pris des éclats de grenade dans le dos? Que la police continue à charger sur les manifestants, sur les touristes, renversant les tables et autres matériels de restaurant, sans se soucier du moindre blessé et du moindre dégât? Que dire lorsque tu soignes un blessé et que les blessures sont faites volontairement? Combien de fois sommes-nous allés soigner un blessé et, pendant ce temps, les forces de l'ordre se mettaient à charger, à nous tirer dessus, nous empêchant de soigner les blessés? Les camarades formaient une chaîne humaine autour ou devant nous afin de nous protéger des risques le temps de faire les premiers soins. Dans certains cas, à cause de risques importants, nous étions obligés de transporter la victime dans un lieu plus sûr. Je me souviens samedi où la manifestation se dirigeait vers le cours de l'intendance. Les forces de l'ordre formaient une ligne au bout du cours. D'un coup, en voyant avancer des gilets jaunes, ils se sont mis à charger tout en gazant. Malheureusement, sur ce cours, beaucoup de personnes s'y promènent, font les boutiques de luxe, mais aussi se trouvent quelques personnes sans domicile fixe. Ce jour-là, un jeune SDF y trouvait son chien, tranquillement assis sur les marches. Tous deux firent gazer. Une équipe de street medic s'occupa de soigner, ainsi que son chien. Pendant ce temps, je fus appelé sur un autre groupe de personnes. Une famille, une maman avec son jeune fils et une dame de 85 ans. Toute belle vêtue, préparée. Cette famille rentrait chez elle après ma promenade dans la ville. Je me suis occupée de la mamie. Elle était secouée par le gazage qui lui piquait le visage et les yeux. Je pensais qu'elle aurait pu être ma mamie. Elles avaient pratiquement le même âge. Cela m'a fait un pincement au cœur. Cette dame qui a vécu beaucoup de choses dans sa longue vie, on lui doit du respect. J'ai craqué. Je suis allée devant les forces de l'ordre, toujours en ligne, sur les voies du tram, bloquant le cours. J'ai crié, les bras levés vers le ciel, mon spray de Malox dans une main, mon casque dans l'autre. J'ai crié de dégoût, de haine, de honte pour eux, de gazer une famille, un enfant, une mamie qui pourrait être leur mère, leur grand-mère, leur demandant où était leur dignité. J'étais seule sans défense avec mon EPI, en face de plusieurs forces de l'ordre, équipées de la tête aux pieds avec leurs boucliers, leurs matraques, leurs LBD. J'avais peur de me prendre une charge, un coup, un tir de LBD, me faire arrêter et partir en garde à vue. Mais je ne pouvais pas partir sans rien dire. Un autre jour, une histoire sur la gare. En fin de manif, nous étions retrouvés une trentaine à peine. Rentrant tranquillement, on discutait entre nous, par un chemin menant vers la place de la Victoire, avec une arrivée digne de la série Starkey Hutch, frais à main au milieu de la route, sortis des véhicules en trompe, pour aller intercepter deux hommes. Ces deux hommes étaient écrasés sur deux agents de la BAC. Un, en état d'arrêt, était proche de moi, criait de douleur. Je demandais à l'agent de faire attention, qu'il n'était pas obligé de l'écraser. Des tirs de LBD en direction des personnes sur le trottoir, ne demandant pas si des personnes manifestants ou de simples badauds. À ma gauche, un jeune homme en vélo filmait la scène. Un agent de la BAC arriva, en étant assez agressif avec sa matraque, pour lui mettre un coup sur le téléphone. Le jeune homme partit. Je protestais à l'agent, lui disant qu'il ne faisait rien de mal. Un agent de force de l'ordre, en grande tenue, cagoulé, se mit à peine à 1 mètre devant moi, son LBD direction visage. Je restais figé, lui rappelant calmement plusieurs fois que cela lui était interdit et que s'il tirait, il me tuait. Il ne bougeait pas. C'est le premier agent de la BAC qui le fit reculer. Le jeune manifestant arriva et des coups de matraque se mit à tomber. Nous nous sommes retrouvés tous les deux contre un mur, à se prendre des coups de matraque, de pied, puis des tapes de barre balancées sur nous, pour finir couchés au milieu de la route. Ils continuèrent à nous rouer de coups dans le ventre, dans la tête. J'ai pu me relever et sortir. 3 camarades gilets jaunes étaient venus nous aider, qui, eux aussi, ont été gazés et matraqués. J'ai une fois de plus subi des blessures, des côtes cassées. Une autre scène ayant plus ou moins un rapport proche avec la manifestation. Il était environ 20h et mon équipe, nous étions à traîner en discutant sur la place de la Victoire. Quelques manifestants faisaient comme nous, discuter, rigoler, chanter. D'un coup, quelques forces de l'ordre, restées sur le côté, environ 4-5 camions, se mirent à charger et à gazer sur la place. Une place touristique remplie de terrasses de café où beaucoup de personnes de tout âge ou même de touristes s'y promènent, viennent manger ou boire un verre entre amis.
D'un coup, nous entendons des employés de restaurant nous appeler. Une famille avec 3 enfants venait de se faire gazer à l'intérieur du parking souterrain. Les galets avaient glissé sur la rampe de sortie du parking. La famille avait été mise en protection dans un bar réputé de la place. Les enfants pleuraient, les yeux rouges, le visage brûlant, traumatisé. Ils pensaient qu'ils allaient mourir et ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Leur papa essayait de les rassurer. Nous sommes restés un moment avec eux. Pas un seul des officiers n'est venu auprès de la famille pour prendre des nouvelles ou s'excuser. Cette police, là, pour protéger le peuple, peut rentrer chez elle, embrasser ses propres enfants, après avoir gazé pendant toute la journée des enfants innocents. Durant ces années de lutte, des liens amicaux se sont tissés. Ayant été blessé et strict médic, j'ai fait la connaissance de certains blessés mutilés de Bordeaux. Je leur donne tout mon respect. Leur force est remarquable. Malgré ce qu'ils ont subi, ils se reconstruisent petit à petit. Bordeaux a été une ville pleinement touchée. Je voudrais revenir sur 2 jeunes femmes blessées, restées dans l'ombre, pour beaucoup, mais qui ne doivent pas être oubliées car elles ont énormément souffert par la suite de leurs blessures. Je ne citerai pas leurs noms. On les appellera Anna et Laura. Anna blessée à la cuisse suite à un tir de LBD. Certaines personnes diraient que c'est un petit bobo, un hématome interne, mais qui dura plusieurs mois. Elle a dû faire des séances de kiné pour remettre son muscle en état. A subi par la suite une ponction. Son genou a toujours des faiblesses. Et en plus des petites cicatrices, la partie touchée a des séquelles intérieures avec des endroits durs et creux. La deuxième jeune fille, Laura, a été blessée un samedi de 2018. Je me souviens car elle était dans une ruelle parallèle à la place Péberlan, proche de là où je me trouvais. On se faisait gazer. J'ai entendu des gens crier, dire que quelqu'un avait été touché. Cette jeune fille, je l'ai retrouvée quelque temps plus tard sur le rond-point de l'hôpital de Pellegrin, ouvert en hommage aux pompiers volontaires blessés à la tête. Elle se trouvait en fauteuil roulant, son papa l'a poussée. Elle était dans l'impossibilité de marcher. En fait, elle avait été blessée au niveau du pied. Celui-ci toujours gonflé, de couleur bleue foncé, noir. Comment peut-on penser que toutes ces blessures, ces douleurs physiques, psychologiques sont des conséquences d'une lutte de désir de survivre? La dernière manifestation que j'ai faite en tant que strict médic était le 8 février, où j'ai assisté impuissante sans pouvoir intervenir à l'acharnement de coups de matraque sur un homme et une jeune femme dont la maman hurlait à mes côtés. Une quinzaine de policiers qui frappaient et refrappaient sur ces 2 personnes étant au sol. Un acharnement, des cris de colère, de haine et de douleur. À la fin, j'ai balancé tout mon équipement, j'ai hurlé de colère contre toute cette haine qu'émanaient les forces de l'ordre envers le peuple souffrant. Combien de personnes ont été malades à cause de gaz lacrymogènes dont nous ne connaissons pas la composition? Combien de personnes ont été blessées souvent gratuitement? Combien de personnes sont rentrées chez elles traumatisées par les scènes de violence vues ou subies? Comment dans un pays où les mots liberté, égalité, fraternité sont la devise du pays, ces représentants de l'ordre et son gouvernement peuvent-ils devenir d'une extrême violence sans regret? Comment ces personnes peuvent-elles se regarder dans un miroir? Comment ces personnes peuvent tabasser des hommes, des femmes, des personnes âgées, des personnes qui pourraient être leur père, leur mère, leurs cousins, leurs grands-parents, etc., venus dans la rue récupérer leurs droits? Comment peuvent-ils rentrer chez eux et dire à leurs femmes, à leurs enfants, « Tiens, aujourd'hui, j'ai matraqué le voisin ou ta maîtresse d'école ». De quel droit doit-on perdre une main, un œil, une mâchoire pour un droit de vivre dignement? De quel droit les forces de l'ordre acceptent de matraquer, gazer des personnes gratuitement? Sont-ils vraiment humains?